Nouvelle Manita du Barça qui gagne sous score de 5 buts à 0 face à Valence quand on sait qu'il y avait déjà eu 7 buts inscrits lors du match en Liga, c'est-à-dire que on est sur 12 buts inscrits en 2 matchs face à Valence. C'est énorme, c'est difficile pour eux, surtout qu'ils sont en crise profonde, ils jouent le maintien. Vraiment, force à eux. Maintenant, du côté du Barça, tout se passe à merveille. Au point où on a même un joueur comme Ferran Torres qui met un triplé. Ce n'est pas le premier de sa carrière, maintenant ça reste quand même impressionnant. Et le pire, c'est que il fait vraiment un très bon match. Son troisième but est magnifique, mais de manière globale, dans ses appels, dans son jeu sans ballon, et même à la finition, dans sa présence dans la surface, et même dans son jeu de combinaison avec ses coéquipiers, il a été très intéressant. Et je l'ai dit sur Twitter, selon moi, Ferran Torres est en train d'ouvrir le débat avec Robert Lewandowski pour le poste de numéro 9. On sait que Lewandowski a une période compliquée depuis quelques mois où il est beaucoup moins bon, où il marque beaucoup moins de buts et dans le jeu surtout, il apporte très peu de choses positives. Et donc par rapport à ça, aujourd'hui tu as Ferran Torres qui apporte beaucoup plus dans le jeu et qui met quand même des buts. Alors attention, sur l'aspect de la finition, il n'y a rien à dire. Lewandowski sera toujours devant Ferran Torres. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que si jamais Lewandowski pose des problèmes à la création du jeu, ah ben, à partir de là, il faut prendre en considération que Ferran Torres, lui, peut faire de bonnes choses. D'un point de vue technique, Ferran Torres, ce n'est pas du tout du niveau élite. Maintenant, le problème, c'est que Lewandowski aussi n'est plus du tout du niveau élite dans ce domaine-là. Donc, il faut se dire peut-être que Ferran Torres apporte différemment avec un jeu sans ballon plus actif, où il court beaucoup plus, il presse beaucoup plus et il arrive beaucoup plus aussi à apporter des solutions à ses coéquipiers. Donc par rapport à ça, vraiment c'est quelque chose que je trouve intéressant et Ferran Torres n'est pas mon choix numéro un, n'est pas un joueur qui me fait rêver, peu importe le nombre de buts qu'il met par saison, c'est pas un joueur pour moi qui a le niveau pour le Barça, mais à l'heure actuelle, c'est une option à considérer de manière très sérieuse parce que Lewandowski ne répond plus aux attentes à l'heure actuelle, alors que Ferran Torres, lui, vraiment est très intéressant. Il marque de plus en plus de buts et dans le jeu, surtout, il a un profil qui colle bien aux attentes du Barça. En tout cas, d'un point de vue jeu, après d'un point de vue niveau, c'est pas encore suffisant, mais encore une fois, Lewandowski non plus n'est pas suffisant à l'heure actuelle. Maintenant, par rapport à tout ça, si on regarde le match du Barça, il y a énormément de choses à dire. Déjà, évidemment, il faut parler de l'adversité. Tu joues face à Valence, je l'ai dit, ils sont en crise profonde, encore plus qu'ils ont fait 10 changements par rapport à leur équipe type. Donc là, ils ont mis l'équipe B, ils n'ont pas vraiment misé cette Copa, mais plus sur la Liga cette saison, vu qu'ils jouent le maintien, c'est logique. Ça, il faut le prendre en compte. Quand on regarde par exemple les longs ballons du Barça à chaque fois qu'ils amenaient des buts, c'est pas normal non plus que Valence n'arrive pas à les lire et à chaque fois se faisait avoir. Donc par rapport à ça, il y a de véritables lacunes d'un point de vue défensif. Maintenant, il faut aussi dire que les joueurs du Barça ont vraiment bien géré le match. Ce que j'ai apprécié personnellement, c'est qu'on n'a pas vu une équipe du Barça pardon, où c'était un football hyper vertical. On attaquait tout le temps avec un gros rythme parce que ici l'adversité n'était pas non plus intéressante, en tout cas pas d'un haut niveau. Et donc le Barça a bien compris qu'ils ont simplement dû mettre le pied sur le ballon, dominer avec la possession et petit à petit attaquer. Et à ce moment-là, ils ont fait la différence. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en soi, quand on regarde ici, le Barça gagne 5-0 face à Valence sans mettre énormément de rythme. En plus de ça, ils ont pu faire reposer des joueurs et pourtant, tu as le résultat, tu as la manière, tu es qualifié pour les demi-finales, tout est parfait. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Et quand on regarde par exemple au niveau des joueurs, j'ai beaucoup de choses à dire, hein. Par exemple, Baldé qui fait une passe D magnifique pour Ferran Torres, il continue à monter en puissance et vraiment, c'est un joueur qui évolue énormément. Pedri qui te fait une passe D aussi phénoménale. Ce joueur-là n'est pas comme les autres. C'est le meilleur milieu de terrain au monde. Maintenant, ça, c'est pas une nouveauté. Je ne vous apprends rien dans cette vidéo. Vous le savez tous. Tous ceux qui suivent le foot de manière régulière savent très bien que Pedri, cette saison, est intouchable à son poste d'un point de vue mondial. Ça, ce n'est pas une news. Ce n'est pas le journal télévisé que vous regardez. C'est simplement des faits qui vous sont donnés. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas si je suis clair là. En tout cas, pour moi, c'est évident que Pedri marche sur l'eau à l'heure actuelle. Maintenant, quand on regarde par rapport aux autres joueurs, il y a des joueurs qu'on ne mentionne pas forcément énormément d'habitude, mais que j'aimerais énormément le faire. Et le premier, c'est surtout Eric Garcia. Il fait un match excellent. Alors d'un point de vue défensif, vous direz qu'il n'a pas eu beaucoup de travail à faire.
Et en soi, c'est vrai. Maintenant, attention, il ne faut pas non plus se tromper. Il a obtenu des hors-jeux à chaque fois parce qu'il a eu le bon timing sur le moment où il a joué le piège du hors-jeu au dernier instant. Et ça a fait qu'il a pu faire la différence et n'a pas dû se déployer d'un point de vue défensif. Ça, par exemple, Araujo n'arrive pas à le faire. Soyons clairs, Araujo, d'un point de vue défensif, est meilleur qu'Eric Garcia. Mais le QI foot d'Eric Garcia est largement supérieur à celui de Ronald Araujo. Et puis, à la relance aussi, il apporte énormément dans les constructions du jeu du Barça et ça fait que c'est un défenseur vraiment qui monte en puissance à l'heure actuelle. Alors attention, l'adversité encore une fois est très faible, mais Eric Garcia depuis le début de la saison, quand il joue au poste de pivot ou au poste de défenseur central, il répond présent en soi. Il est bon, il comprend bien les attentes d'Hansi Flick, il arrive à tout simplement être présent, à être bon à chaque fois et à proposer de bons matchs. Donc par rapport à tout ça, Eric Garcia vraiment est une valeur sûre au sein de l'effectif du Barça. Peut-être pas pour les plus gros matchs, pour les plus grosses échéances, mais en tout cas, dans ce type de rencontre, évidemment qu'il est largement très intéressant. Et même pour d'autres matchs de plus haut niveau aussi, là-dessus, j'en doute pas trop. Maintenant, par rapport à ça, Inigo Martinez est de retour, et ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'a pas spécialement fait un bon match, mais on a vu tout de suite que l'alignement, c'est quelque chose qu'il maîtrise tout de suite. Et encore une fois, par rapport à Araujo, ça pose problème. Pour moi, vraiment, hein, Inigo Martinez doit retrouver sa place de titulaire, j'en ai déjà parlé et je le redis encore une fois. Inigo Martinez, Pau Cubarsí, c'est la défense type du Barça pour cette saison. Pour le style d'Hansi Flick, c'est les deux joueurs qui le comprennent le mieux. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Ensuite, Frenkie de Jong, qui a été énormément critiqué ces derniers mois. Ici, il faut le dire, évidemment. C'est très important parce qu'il fait un excellent match. Et ce que j'aimerais dire, c'est que beaucoup essaye de mettre en place un débat entre De Jong et Casado et se demande qui doit jouer au poste de pivot. Pour moi, c'est très clair. Dans le jeu avec ballon, De Jong est meilleur que Casado et Casado ne sera jamais aussi fort que De Jong dans le jeu avec ballon. Maintenant, dans le jeu sans ballon, c'est exactement l'inverse. Casado est meilleur et De Jong ne pourra jamais avoir le niveau de Casado parce que ce n'est pas les qualités qui correspondent aux deux joueurs. Donc par rapport à ça, il faut se dire simplement que lorsque le Barça maîtrise la possession, joue face à un bloc bas, il faut mettre en place De Jong au poste de pivot parce qu'il va beaucoup apporter à la construction du jeu. Maintenant, quand tu joues face à une équipe qui va te presser très haut, comme par exemple Atalanta peut le faire, même à ce moment-là, il te faut un joueur comme Casado qui peut couper les attaques. Et ça, c'est très important. Donc, je pense simplement que ça dépend de l'adversité, mais en tout cas, De Jong monte en puissance et c'est important. Le Barça joue à fond encore la Liga, la Copa, la Ligue des Champions. Et par rapport à ça, il te faut plusieurs joueurs de très haut niveau disponibles. Parce que si jamais tu as des joueurs qui doivent enchaîner toutes les compétitions, comme par exemple Koundé qui n'a pas vraiment de concurrent, c'est problématique et il ne sera peut-être pas non plus à 100% tout le temps. Ça, il faut le prendre en compte. Et donc, par rapport à ça, je suis très content de voir De Jong monter en puissance. J'espère tout de même qu'Hansi Flick va conserver Casado pour les plus gros matchs, en tout cas au poste de pivot. De Jong peut jouer, mais un peu plus haut sur le terrain. Et c'est comme ça que j'imagine la chose. En tout cas, ça, c'est positif. Ensuite, Fermin Lopez, encore une fois, lui aussi, il met un but somptueux. Et je le répète, quand il joue dans l'axe, quand il est en confiance, il peut marquer beaucoup de buts, il peut être très dangereux. Il faut le prendre en considération, encore une fois. C'est un joueur très important pour la rotation du Barça et puis même pour moi, dans les grands matchs, en Ligue des Champions ou ce que vous voulez, Fermin Lopez est l'un des joueurs les plus intéressants du Barça sur le banc pour rentrer en cours de jeu et apporter une nouvelle dynamique, pour marquer un but important. Je suis persuadé que s'il est valorisé par Hansi Flick, s'il est en confiance, il pourra le rendre. Il pourra un jour marquer un but très important en Ligue des Champions et on verra par la suite, mais en tout cas, il en est capable. Et puis, par rapport à son poste, Daniel Olmo aussi est de retour. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il a failli mettre un magnifique piqué sur une passe phénoménale, encore une fois, de Lamine Yamal. Mais en dehors de ça, voilà, il est de retour et j'ai hâte de le voir dans les grands rendez-vous, dans les grands matchs. Pour moi, c'est une évidence que Daniel Olmo est un joueur clé pour les grandes rencontres parce que son profil est hyper intéressant et qui peut faire basculer le Barça à un autre niveau, tout simplement. Et puis même par rapport à son rôle de faux numéro 9 aussi, ça peut être intéressant. On parlait de Ferran Torres et Lewandowski. On peut aussi parler de Daniel Olmo au poste de faux numéro 9. Ça, c'est important de le prendre en compte. Maintenant, au niveau de l'attaque, Lamine Yamal, évidemment, il met son but. Et c'est un but où il a de la réussite. La frappe est déviée, le gardien fait une petite boulette, ok. Il met un poteau à un moment donné, je crois qu'il met même deux poteaux, je ne sais plus exactement. Donc il aurait pu mettre un doublé, voire un triplé. Et ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, moi, le seul truc qui me dérange chez Lamine Yamal en ce moment, c'est qu'il force un petit peu trop. Il tente beaucoup trop de frappes et on sent qu'il va à tout prix marquer et que lorsqu'il se rate, il s'énerve souvent. Ou lorsqu'on ne fait pas la passe, il va s'énerver sur ses coéquipiers. Et ça, c'est dérangeant quand même parce que
Lamine Yamal est extrêmement fort, j'en ai parlé énormément de fois. C'est pour moi le meilleur joueur au monde d'un point de vue différence faite individuellement. C'est aussi simple que ça. La Yamal, pour moi, vraiment, il est phénoménal. Il n'y a rien à dire par rapport à tout ça. C'est qu'une question de mentalité parce qu'en soi, il aura une très longue carrière s'il est épargné par la blessure. Là-dessus, personne n'en doute. Maintenant, il faut aussi qu'il se calme. On sait très bien que voilà, pour lui, marquer plus de buts, avoir plus de stats, c'est quelque chose qui le fait rêver. Il veut passer encore des caps dans sa carrière, continuer à aider le Barça et c'est très bien. Maintenant, doit être patient aussi et doit pas non plus trop forcer les choses. Là, tu joues face à Valence en Copa, le score est déjà acquis à la 20e minute de jeu, comme lors du match en Liga, donc il n'y a pas de problème. Il peut tenter autant de frappes qu'il veut. Maintenant, dans les autres matchs, par exemple face à Retafe, quand on fait match nul, il tentait déjà un petit peu trop aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, j'en parle déjà depuis quelques semaines, quelques mois, et c'est un petit peu dérangeant et c'est une petite chose qui s'est ajoutée chez lui qu'on ne voyait pas auparavant. Donc il faut le mentionner. Maintenant, je suis persuadé que dans les grands matchs, il va tout simplement tout donner pour l'équipe, peu importe s'il est en retrait ou en avant, si jamais c'est lui qui met le but ou si c'est lui qui offre le but. C'est pas un problème pour lui. Maintenant, j'aimerais surtout dire qu'au quotidien, les matchs de Liga, semaine après semaine, il ne doit pas non plus trop vouloir marquer, trop vouloir gonfler ses stats et surtout jouer son propre football. En fin de match, il a beaucoup plus tenté des dribbles et joué pour ses coéquipiers et on a vu que là, il est beaucoup plus fort et il fait beaucoup plus de différence que quand il veut simplement frapper constamment alors qu'en soi, ce n'est pas l'une de ses plus grandes qualités, loin de là. Il n'a pas encore une très bonne enfin, frappe de balle, pardon. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Maintenant, de manière globale, en soi, il n'y a pas grand-chose à dire. Le Barça gagne 5-0, le Barça s'amuse. On est tout simplement en demi-finale de la Copa. On verra contre qui on va jouer. Real Sociedad, Atlético Madrid ou Real Madrid. Dans tous les cas, ça va être difficile. Après, c'est pas pour autant que le Barça ne pourra pas le faire. Personnellement, j'aimerais bien un classico. Encore une fois, là en demi-finale, ça fait deux classicos en plus. Je pense vraiment que ça peut être intéressant. Ou peut-être un classico en finale, je ne sais pas trop. Dans tous les cas, comme je vous dis, ça va être très épicé. Je pense que le pire tirage, limite, c'est Atletico Madrid. Parce qu'avec leur style de jeu hyper défensif, où ils vont jouer les coups à fond à chaque fois, franchement, c'est pas le top du top, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on verra par la suite. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le Barça va se focus sur la Liga lors de ce mois de février. Il n'y a pas de barrage à jouer en Ligue des Champions, évidemment, contrairement par exemple au Real Madrid. Et donc, par rapport à ça, il faudra tout donner pour gagner un maximum de points en Liga. Il y aura aussi le derby madrilène dès ce week-end, donc il faut gagner des points. Il faut remonter. Ce mois de février doit servir pour le Barça à remonter au classement et à se rapprocher le plus possible de la première place et c'est largement faisable. Je vous laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.